celui qui dessine ou sculpte ou peint regarde, c'est la lumière, c'est les lignes, c'est les formes, c'est des choses qu'il est obligé de rendre abstraites pour les voir d'autant mieux. C'est pas le même regard qui se pose sur le corps nu d'un modèle que sur le corps nu d'une personne dans une autre circonstance, disons, que celle de la pose. Moi, j'ai commencé à poser il y a une trentaine d'années. J'ai fait beaucoup de danse et de théâtre à l'époque où j'ai commencé à poser, où j'ai commencé à dessiner. Et c'est le vivant qui m'intéressait, c'est le travail du corps, la mise en espace du corps qui m'intéressait. Et j'ai commencé à poser tellement naturellement que je suis un peu passée de derrière le chevalet à sur la sellette, presque dans un mouvement dont je me suis à peine rendu compte finalement. Ça date de l'enfance parce que j'habitais à La Courneuve et il y a un stade sportif à La Courneuve sur lequel il y a une grande fresque de Lucien Gibert, qui est un sculpteur du siècle dernier. Tout gamin, parce que j'allais au stade faire de la course à pied ou du vélo, je sais pas quoi. Et j'étais fasciné par ce bas-relief et ça m'a toujours inspiré. Et un jour, je me suis dit, j'aimerais bien prendre les poses du bas-relief. Et puis, j'ai eu une opportunité un jour en allant à un vernissage d'un atelier qui présentait le travail de l'année. Et le professeur disait, de cet atelier, disait c'est dommage, on n'a pas de modèle masculin. Et il s'est retourné vers moi et moi j'étais là pour boire un verre et manger des cacahuètes et il m'a dit vous n'auriez pas de modèle? Et j'ai dit pourquoi pas, et je me suis lancé comme ça. Quelles étaient les premières impressions, les premières sensations quand vous avez posé la première fois? Je pense que la première fois on est forcément oui, on a un peu le trac et on est un peu impressionné. Ça n'a pas non plus duré très longtemps chez moi. Ça a été assez rapidement quelque chose de naturel. En fait, je suis toujours aussi pudique naturellement que je l'étais au départ. Tétanisé par le trac, d'aller se mettre nu devant une assemblée qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît personne. Et puis, c'est une jeune fille de 14 ans, qui avait 14 ans, de cet atelier de dessin et peinture, qui est venue vers moi et qui a dû sentir mon trouble et qui m'a dit « Mais monsieur, vous savez, des gens tout nus, on en voit toute l'année, donc vous en faites pas, ça va bien se passer. » Et effectivement, ça m'a libéré et donc après je me suis senti à l'aise sur la sellette. La sellette nous permet la nudité tout en gardant notre pudeur. Pour me préserver et justement de me protéger, je ne peux pas regarder les gens qui dessinent ou qui peignent, parce que ça peut créer une relation qui serait peut-être erronée, tronquée, et je ne veux pas ça. Et donc pour me préserver, je sais que je regarde très très rarement ou très 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 peu, accidentellement je dirais, les gens qui dessinent. J'ai besoin aussi de me concentrer sur la pose que je prends, l'histoire que je me raconte pour la faire vivre, pour l'habiter, pour l'incarner. Et si je commence à regarder droit dans les yeux les gens qui me dessinent, je sors de mon imaginaire et ça ne marche plus. Quand on propose une pose, peu importe la durée, on se rend vite compte que si ça séduit ou pas le public ou pas. Parce qu'il y a une sorte de concentration qui s'installe, un silence, et on sent que les gens en face travaillent, dessinent, peignent. Si la pose n'est pas complètement assumée, ni par le modèle, parce que parfois on se dit « Ah non, celle-là, elle est moche » ou « Je sais pas, ça me plaît pas, c'est pas mon humeur du jour » et tout ça. Je pense que ça se traduit aussi, ça se ressent aussi, parce que tout d'un coup, on sort de notre histoire, de notre concentration, de la motivation qui a fait qu'on a pris cette pause. En tout cas, pour moi, je fonctionne comme ça. Je pense qu'il y a une conversation muette qui est presque permanente. Ça fait même partie des choses que moi j'aime beaucoup, et je pense que je ne suis pas la seule à aimer ça dans la pose. Je suis arrivée là avec une question, une réflexion autour de la mise en espace du corps, entre le corps sur le plateau
c'est-à-dire plutôt théâtral, enfin plutôt la danse, et le corps plus immobile sur la sellette. Mais au-delà de ça, j'ai rencontré beaucoup d'autres choses au fil du temps. C'est vrai que quand on pose depuis très longtemps, c'est une qualité de silence et de concentration qu'on a dans très peu de lieux finalement aujourd'hui, je trouve. Et ça, je trouve ça extrêmement précieux. Il y a un rapport au temps qui est presque en suspens. Il y a quelque chose qui est immobile aussi dans les sensations et dans la temporalité. Ça fait vraiment partie des choses que je trouve très agréables dans l'échange et le dialogue, là aussi, qui se passe dans le silence, dans l'immobilité, alors même qu'on est à la limite de l'objet et voilà, et qu'on est la plupart du temps silencieux et la plupart du temps immobile. Si on travaille surtout en modelage, on va être amené à faire des pauses longues de 3/4 d'heure qu'on va pouvoir répéter 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, et ça sur plusieurs jours dans la semaine. Donc là, si la contrainte est engageante physiquement, et souvent elle l'est, on sort d'une séance de 6 heures un peu vidée. Mais c'est vrai qu'aussi, je ne veux pas me ménager parce que j'aime ça impérieusement. J'ai pas envie, par exemple, de poser pour du modelage assis sur un tabouret tranquille pépère. Ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est exprimer quelque chose, un sentiment, une émotion, être traversé par différentes sensations et états d'âme. Et ça, j'aime bien le traduire dans la pose. Donc c'est vrai que parfois je ressors, je suis un peu lessivé et un peu tout broyé de partout. Mais bon, c'est comme ça. Je suis pas obligé de le faire, mais je conçois pas la pose autrement. Poser, c'est quand même un métier qui fait mal. Il y a la dimension de la douleur à prendre en compte. Moi, je crois qu'il n'y a pas de pause si tranquille que ça de 45 minutes. Les pauses longues, c'est toujours quelque chose qui finit par faire mal. Une pause allongée, par exemple, ça peut sembler plus facile. Pour des novices qui n'ont pas l'habitude de dessiner, c'est parfois le réflexe un peu de se dire si le modèle s'allonge, ça va être plus facile. En fait, une pose allongée, ça peut faire très très mal parce que comme on bouge pas du tout, d'ailleurs, il suffit d'un pli sur un drap pour se retrouver presque avec le dos blessé. Ça peut aller assez vite en fait, surtout quand c'est repris effectivement sur, par exemple en modelage. Il y a des maladies professionnelles, en effet, quand je dis maladies professionnelles, pas reconnues comme telles par la sécurité sociale, mais dont on peut comprendre qu'elles sont directement liées à notre activité et à l'immobilité prolongée. Des troubles musculo-squelettiques, un vieillissement prématuré du squelette par exemple, des troubles de la circulation, des troubles veineux, et puis des tendinites, des capsulites. J'ai connu beaucoup de collègues qui avaient fait des capsulites à l'épaule. Et ça, c'est d'autant plus gênant que, d'une part, c'est pas reconnu, d'autre part, comme on a besoin de notre corps pour travailler, c'est toujours, évidemment, quand ça arrive, c'est toujours des moments assez compliqués parce que ça peut... Alors, souvent d'ailleurs, comme les modèles ne peuvent pas vraiment s'arrêter de travailler parce qu'ils sont très peu protégés socialement parlant, et qu'il n'y a pas de reconnaissance de ces maladies-là, souvent on continue, ça veut dire qu'on continue à se faire mal et qu'on travaille aussi parfois un peu à minima parce que si on a une capsulite, on sait que pendant un moment, il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir faire raisonnablement, enfin voilà, on ne pourra pas quoi qu'il arrive, donc on va poser autrement. Alors des fois, c'est pas forcément inintéressant, mais ça ne permet pas toujours les périodes de repos qui seraient nécessaires pour cette récupération-là quand ça arrive et ça se produit. Ça peut se produire aussi avec l'âge davantage. J'ai souffert d'une capsulite et c'était handicapant parce que tout à coup je ne pouvais plus aller vers certaines poses et donc je faisais pas les choses à moitié mais je les faisais pas à 100% parce que je pouvais pas, parce que j'avais trop mal et comme j'avais des contrats, je les honorais et voilà, je serrais les dents quoi. Quel est le niveau de rétribution de ce métier
On a une multitude d'employeurs. On est par définition multi-employeurs et parmi ces différents employeurs, il y a des employeurs qui relèvent de statuts différents. Il y a le public, il y a le privé, et dans le privé, il y a les écoles, il y a des associations. Dans le public, il y a aussi d'ailleurs des écoles publiques. Et puis, il y a tous les ateliers municipaux, par exemple, ou les écoles municipales d'art plastique. Et d'une manière générale, rien n'est aligné, en fait. On peut être payé, ça va quasiment du simple au double. Ouais, selon les établissements, on peut dire que ça va du simple au double. L'établissement qui nous paye le moins en France, tout confondu, c'est la mairie de Paris. Il y a même une différence à la mairie de Paris entre les affaires scolaires et les affaires culturelles, c'est-à-dire entre les ateliers qui relèvent des affaires scolaires qui sont ce qu'on appelle les cours municipaux d'adultes et qui comprennent aussi les écoles d'art appliquées gérées par la ville de Paris, comme l'EPSA, comme Boulle, comme Duperré, par exemple. Ces écoles-là, on est à 9 € net de l'heure. Les ateliers beaux-arts de la ville de Paris, on est à 15 € net de l'heure, c'est-à-dire des vacations qui nous sont payées 45 €. Et on essaye de fédérer donc les modèles pour qu'on soit reconnu, que la pénibilité soit reconnue, que qu'on fasse quelque chose, parce que depuis 2009, les modèles de la ville de Paris aux abats de Paris n'ont pas été augmentés. Et on est toujours payé comme en 2009. Donc c'est quand même assez scandaleux, quoi, quand on voit l'inflation. Et puis c'est vrai que quelque part aussi la ville de Paris, quand on regarde les plaquettes sur les abats, c'est toujours la ville des Lumières, la ville de l'art, la ville de le prestige. Et en fin de compte, on est les parents pauvres de tout ça, quoi. Il n'y a pas de retraite pour les modèles. Il y a des modèles qui ont 70 ou 80 ans. C'est important de le dire aussi. Et en général, ils aiment ça. En général, ils continuent parce qu'ils aiment ça. Aussi parce que parfois, ils en ont besoin pour continuer à vivre. Mais souvent, il y a les deux. Mais on peut comprendre que, par exemple, faire des heures et des heures de transport par jour, il y a des moments de la vie où on en a moins envie, où c'est moins facile. Donc, on est aussi content d'avoir des heures un peu plus près de chez soi. Avec des ateliers qui en principe sont très nombreux. Donc évidemment on jongle un peu entre le public, le privé, entre nos différents employeurs aussi pour cette raison-là. On se fédère, on essaye de fédérer les modèles pour qu'on puisse avoir une force de percussion qui nous permette d'accéder à nos revendications. L'histoire des ateliers beaux-arts de la ville de Paris, qui maintenant sont, je sais pas, centenaires, je pense, quasiment, oui. Et ont été fondés, en tout cas, qui étaient tournés vraiment vers l'art populaire et qui, à un moment donné, ont peut-être plus atteint cette cible-là, c'est-à-dire se sont, dans leur histoire, adressés à un public beaucoup plus large, de classes sociales vraiment très diverses, qui étaient un peu mélangées, et qui se retrouvaient là le soir autour de l'apprentissage du dessin par exemple, et c'est un petit peu moins le cas aujourd'hui. Bon, peut-être que c'est juste que les choses changent. C'était aussi un endroit qui était privilégié tout simplement pour tisser du lien social. Et que ça en fait partie, le fait que les gens puissent rester là pendant très longtemps, se rencontrent, partagent des repas, partagent des moments, ça va au-delà de la pratique artistique ou de l'apprentissage du dessin. Je pense que c'est un petit peu ça qu'on essaye de mettre de côté pour rendre les choses un peu plus professionnelles. Par exemple, on essaye d'attirer un public jeune qui va se préparer à des écoles. Mais c'est plus du tout le même objectif, on peut dire, c'est pas le même esprit. Et progressivement, l'esprit d'atelier disparaît et les gens se connaissent moins, se parlent moins, même au moment des repos, créent moins de contacts et de relations sur la durée. Et oui, moi je trouve que c'est moins joyeux en fait. C'est un petit peu comme si on exerce un métier qui est finalement millénaire, qui est un peu ancestral, qui est quelque chose qui garde une certaine immobilité, une certaine constance,
tout en étant contemporain et en ayant adopté la modernité, mais le monde autour bouge beaucoup plus vite et c'est comme si on ne voulait plus rien conserver, c'est-à-dire nous on est un peu le métier ancestral, mais autour on a appris un peu tous les travers du monde contemporain sans chercher à garder ce qui pouvait aussi être nécessaire et joyeux dans ce qui apparaît comme le monde ancien, là, mais les ateliers de la ville de Paris autrefois, c'était quand même, c'était un peu un esprit de fête aussi, oui, et d'apprentissage.